Sujet 2. Commentaire de texte. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, l'armée israélienne attaque l'Égypte. En dépit du tollé général que la manœuvre israélo-anglo-française déclenche sur la scène internationale, Londres et Paris ne renoncent pas à l'exécution de leur plan. Le président américain condamne l'invasion et l'Union soviétique menace la France, la Grande-Bretagne et Israël de l'emploi de toutes les formes modernes d'armes destructives s'il n'était pas mis fin à l'expédition. Quelques heures plus tard, le gouvernement britannique jette l'éponge. À son tour, Paris annonce à regret la fin de l'opération. François Mauriac déplore un « Dien Ben Phu diplomatique ». L'Égypte est devenue le leader du monde arabe. Nasser avait également l'intuition de ce que le rayonnement de l'Égypte pouvait dépasser le monde arabe et avait commencé à développer des liens avec les mouvements africains de lutte pour l'indépendance nationale. Avec l'affaire de Suez, Nasser devient pour l'Afrique et les nations qui prennent leur indépendance, un mythe, l'icône de leur combat. Celui qui, dans le climat de guerre froide, cherche une troisième voie entre l'Est et l'Ouest, une alternative pour les pays en voie de développement. L'échec de la République arabe unie est le premier revers du régime nassérien, il en ouvre d'autres. Nasser succombe d'une crise cardiaque le 28 septembre 1970. Les critiques ne tardent pas à pleuvoir. Ses choix économiques, comme la défaite de 1967, lui sont vivement reprochés par ses successeurs, qui prennent des options en matière de relations internationales diamétralement opposées aux siennes. Consigne 1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte en analysant un des événements dont il est fait allusion dans le deuxième paragraphe et dans lequel Nasser s'est engagé avant 1956. 2. Analyser les fondements de l'intervention israélo-anglo-française et puis comparer et justifier la réaction des deux grands dans le conflit évoqué dans le premier paragraphe. 3. À l'aide du passage souligné, analyser l'évolution de la position de l'Égypte dans les relations israélo-arabes. Il convient de noter que cette correction est une proposition parmi d'autres. D'autres solutions, tout aussi valables, pourraient être envisagées. Les réponses fournies peuvent être améliorées ou modifiées. Une compréhension approfondie des concepts étudiés vous permettra de développer votre esprit critique et d'aborder les évaluations avec plus de sérénité. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage scolaire. 1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte en analysant un des événements dont il est fait allusion dans le deuxième paragraphe et dans lequel Nasser s'est engagé avant 1956. Les faits relatés dans le texte s'inscrivent dans le contexte général de la guerre froide, plus précisément la crise de Suez de 1956. En effet, le 26 juillet 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, qui était jusqu'alors sous le contrôle des intérêts britanniques et français. Cet acte s'inscrit dans un contexte marqué par une intensification des tensions entre Israël et ses voisins arabes, l'Égypte jouant un rôle central sous la direction de Nasser. Avant cette nationalisation, Nasser avait déjà pris des mesures significatives pour renforcer l'indépendance de l'Égypte et réduire l'influence occidentale dans la région. En 1955, par exemple, il conclut un accord d'armement avec la Tchécoslovaquie, un pays satellite de l'Union soviétique, marquant ainsi un tournant dans les relations égyptiennes avec l'Occident. La décision de nationaliser le canal de Suez constitue une réponse directe au retrait de l'aide américaine et britannique pour la construction du barrage d'Aswan, survenu après que Nasser ait reconnu la Chine communiste et signé l'accord d'armement. Cette nationalisation provoque une crise internationale, car le canal représente une voie de navigation essentielle pour le transport du pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe. En prenant cette décision, Nasser porte atteinte aux intérêts stratégiques et économiques de la France et du Royaume-Uni, qui considèrent le canal comme vital pour leurs approvisionnements en pétrole et en marchandises entre l'Europe et l'Asie. Ainsi, la nationalisation du canal de Suez est non seulement un acte symbolique de souveraineté égyptienne, mais aussi un moyen pour Nasser de renforcer son leadership au sein du monde arabe, affirmant ainsi la détermination de l'Égypte à se libérer de l'influence occidentale et à jouer un rôle prépondérant sur la scène internationale. 2. Analyser les fondements de l'intervention israélo-anglo-française et puis comparer et justifier la réaction des deux grands dans le conflit évoqué dans le premier paragraphe. L'intervention conjointe d'Israël, du Royaume-Uni et de la France était motivée par des intérêts stratégiques et économiques multidimensionnels. Cette opération visait à restaurer le contrôle sur le canal de Suez, suite à sa nationalisation par Nasser. Pour Israël, l'opération visait à sécuriser ses frontières contre les attaques égyptiennes, ouvrir les détroits de Tiran bloqués par l'Égypte, et neutraliser les menaces posées par les attaques de Fedayeen depuis Gaza. Le Royaume-Uni et la France, quant à eux, étaient préoccupés par la perte de contrôle du canal de Suez, une voie maritime cruciale pour les routes commerciales et les approvisionnements en pétrole.
La nationalisation du canal par Nasser était perçue comme un défi direct à l'influence occidentale dans la région. Le plan tripartite consistait en une opération militaire coordonnée. Israël devait lancer une invasion de la péninsule du Sinaï, tandis que le Royaume-Uni et la France interviendraient sous prétexte de séparer les belligérants et de sécuriser le canal. En réalité, l'objectif était de reprendre le contrôle du canal et potentiellement de renverser Nasser. Les réactions des deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, ont été diamétralement opposées, reflétant les dynamiques de la guerre froide. Le président américain Dwight D. Eisenhower a fermement condamné l'invasion, craignant une détérioration des relations avec le Moyen-Orient, une montée du nationalisme arabe et une potentielle escalade des tensions avec l'URSS. Les États-Unis ont exercé une pression intense, y compris économique et diplomatique, sur les nations envahisseuses pour qu'elles se retirent. L'Union soviétique, en revanche, a saisi cette opportunité pour accroître son influence dans la région. Elle a menacé d'utiliser des armes modernes et d'autres formes de représailles si l'opération n'était pas arrêtée. Cette posture visait à démontrer le soutien de l'URSS au mouvement anti-impérialiste et à renforcer son image en tant que défenseur des pays en développement. Les divergences dans les réactions des deux grands illustrent les dynamiques complexes de la guerre froide et les enjeux stratégiques au Moyen-Orient. La crise s'est soldée par un retrait humiliant pour la Grande-Bretagne et la France, sous la pression internationale conjuguée des États-Unis et de l'Union soviétique. Nasser est sorti renforcé de cette crise, devenant un héros du monde arabe et un symbole de la lutte contre l'impérialisme occidental. 3. À l'aide du passage souligné, analyser l'évolution de la position de l'Égypte dans les relations israélo-arabes. L'évolution de la position de l'Égypte dans les relations israélo-arabes a connu des changements significatifs depuis l'ère de Gamal Abdel Nasser jusqu'à nos jours. Sous la présidence de Nasser, l'Égypte a adopté une position de leadership dans le monde arabe, cherchant à unifier les pays arabes contre Israël et à promouvoir une troisième voie entre les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant la guerre froide. La création de la République arabe unie en 1958, bien qu'éphémère, illustrait cette ambition d'unité panarabe. Cependant, la défaite écrasante lors de la guerre des 6 jours en 1967 a porté un coup dur à cette position, affaiblissant considérablement le prestige de Nasser et de son régime. La mort de Nasser en 1970 a marqué un tournant dans la politique égyptienne. Ses successeurs, notamment Anwar el-Sadat, ont critiqué ses choix économiques et militaires, adoptant une approche plus pragmatique dans les relations internationales. Sadat a cherché à récupérer les territoires perdus en 1967, ce qui a conduit à la guerre du Kippour en 1973. Cependant, sa politique a radicalement changé par la suite, culminant avec la signature des accords de Camp David en 1978 et le traité de paix avec Israël en 1979. Ce traité historique a fait de l'Égypte le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël, marquant une rupture nette avec la politique de confrontation de Nasser. Cette décision a profondément modifié la dynamique des relations israélo-arabes, ouvrant la voie à des négociations et à une coopération plus constructive entre les deux parties. Depuis lors, l'Égypte a souvent joué un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, notamment dans les négociations entre Israël et les groupes palestiniens comme le Hamas. Cette position a permis à l'Égypte de conserver une influence significative dans la région, tout en évitant des conflits directs avec Israël. En conclusion, la position de l'Égypte dans les relations israélo-arabes a évolué de la confrontation directe sous Nasser à une approche plus diplomatique et médiatrice sous Sadat et ses successeurs. Cette évolution reflète les changements dans les dynamiques régionales, les priorités stratégiques de l'Égypte et les leçons tirées des échecs passés, notamment la défaite de 1967. L'impact de la crise de Suez et des événements ultérieurs a révélé les complexités des relations internationales et le changement de paradigme dans la politique étrangère égyptienne, passant d'une vision panarabe à une approche plus pragmatique et conciliatrice envers Israël et l'Occident.